Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, notre invité, c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Jean-Christophe Lagarde, Bonjour. vous êtes président de l'UDI et député maire de Drancy. Et vous serez interviewé aujourd'hui à mes côtés par Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Et Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour. Bonjour à tous. Jean-Christophe Lagarde, l'échéance de nationalité, c'est dans quelques heures un vote solennel au Sénat. Donc vraisemblablement pas de congrès, peu de chance. Un, vous le regrettez, et deux, au fond, est-ce que vous préfériez le texte de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat ? Évidemment celui de l'Assemblée nationale, d'abord parce que je l'ai voté, que pour moi il n'est pas question de voter ce que s'apprête à faire le Sénat, pour une raison très simple. On ne peut pas faire de distinction entre des criminels selon leur nationalité. La réalité, c'est que quand on doit juger quelqu'un, c'est en fonction de son crime et pas de ses parents, puisque c'est ça dont il s'agit. Si vous avez des parents étrangers, vous avez peut-être la double nationalité, et votre crime serait différent du fait de n'avoir que des parents français. Ça n'a aucun sens de mon point de vue, et je ne veux pas d'inégalité entre les Français. Un criminel terroriste doit être sanctionné comme le veut le droit, selon son crime et pas selon son origine. Et d'ailleurs, on le voit bien avec Salah Abdeslam. Alors Salah Abdeslam, parce que il est uniquement français, il pourrait pas être déchu de sa nationalité. S'il avait eu des parents marocains, à ce moment-là, il pouvait l'être. C'est quand même parfaitement ridicule, pardon de le dire. Donc moi, je souhaite que où on revienne à la raison, où malheureusement on abandonne cet article 2. Je le regretterai parce qu'aujourd'hui dans la loi il y a déjà une discrimination entre ceux qui sont binationaux et ceux qui sont mononationaux, mais s'il n'y a pas de majorité pour cela, comme je ne pense pas que le président de la République fera un référendum, il n'y a pas de solution. Voilà, donc dans ces cas-là, sécurisons au moins l'article 1, qui n'est pas inutile et pas symbolique. L'article 2 n'était en réalité largement que symbolique. Mais l'article 1, il est utile, il est même nécessaire. L'état d'urgence, on le voit, dans notre pays, ça peut arriver. On peut en avoir besoin. Et aujourd'hui, l'état d'urgence, il n'est pas encadré, il n'est pas contrôlé. Et dans l'article 1, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a fait en sorte qu'il puisse être mieux sécurisé juridiquement, mieux encadré politiquement, pour éviter que, si un pouvoir demain veut l'utiliser, il puisse en abuser. Le fait d'avoir un contrôle parlementaire, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit obligatoire et que on ne puisse pas interdire des manifestations, assigner à résidence des opposants politiques, par exemple, c'est évidemment une nécessité parce qu'une dérive serait possible. Si l'article 1 est adopté, cette dérive ne sera plus possible. Concernant l'article 2, votre discours n'est pas le même que les centristes du Sénat, vous en conviendrez quand même. J'en conviens parfaitement, et c'est vrai qu'il y a dans toutes les familles politiques, vous l'avez vu, des divergences sur le sujet. Voilà. Moi, je pense qu'il n'est pas possible de faire une différence entre les Français. C'est d'ailleurs ce que pense l'écrasante majorité des députés. Sur 29, il y en a 25 qui avaient voté en ce sens-là en première lecture. Et puis, je pense une deuxième chose. Nous avions besoin de nous rassembler. On voyait bien que le sujet, entre guillemets, de discriminer entre ceux qui ont la binationalité, d'accorder un privilège à ceux qui seraient que français mais terroristes quand même, ça me paraît pas très cohérent. Si on va un petit peu plus loin... Il y avait le sujet des apatrides. Oui. Je vais vous dire très franchement, que Salah Abdeslam devienne apatride demain, qu'est-ce que ça nous fait ? C'est lui qui a combattu la France. C'est lui qui renie la France. C'est lui qui refuse d'appartenir à la famille nationale. Et je ne vois pas pourquoi la famille nationale française, je ne vois pas pourquoi la famille nationale française se ferait imposer quelqu'un qui, en réalité, renie toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés, combat la France, fait en réalité hors de lui, entre guillemets, mais hors de lui tout ce qui est la fierté que nous avons d'être français. Voilà. Jean-Christophe Lagarde, juste un mot. À qui la responsabilité donc d'un non-congrès, finalement ? Parce que on s'achemine vers ça. D'abord, je pense que le président. Je parle de l'article 2. Hein. D'abord, je pense que le président de la République a été imprudent lorsqu'il s'est engagé dans cette révision, parce qu'il n'a pas regardé l'état du droit, que ça s'est fait dans la précipitation. On l'a vu dans la lecture à l'Assemblée nationale, où finalement le gouvernement nous proposait une mesure qui était stigmatisante, qui disait qu'il n'y avait que les binationaux qui pouvaient être déchus et que les autres, finalement, ils pouvaient être terroristes, ils restaient français de toute façon. Et puis, dans la lecture, le gouvernement a entendu raison en disant qu'on ne faisait plus de différence entre les Français selon leur origine ou leur ancienneté. Bon, au Sénat, ça coince. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fallait bien que le Sénat et l'Assemblée se mettent d'accord. Je pense que ça n'est pas possible. Sauvons au moins l'article 1er qui, lui, sécurisera l'état d'urgence, aussi bien sur un plan juridique que sur un plan politique, pour éviter des dérives qui pourraient demain être dangereuses par un pouvoir autoritaire.
Véronique Jacquier. Le gouvernement s'attaque à la radicalisation. Hier, Bernard Cazeneuve a reçu des représentants de la communauté musulmane. Concrètement, il n'en ressort pas grand-chose. On ne voit pas de stratégie concrète. Vous êtes maire de Drancy, une ville d'où est originaire l'un des terroristes du Bataclan. Est-ce que vous vous sentez seul justement pour affronter cette radicalisation en tant que maire? Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de l'État? Écoutez, c'est pas sur ce point-là que je critiquerai le gouvernement. D'abord parce que le sujet n'est pas simple. Le sujet n'est pas simple. On voit bien qu'il y a des profils de radicalisés très différents. Des gens qui viennent de la délinquance, des gens qui étaient parfaitement intégrés, qui font partie de la classe moyenne, d'autres qui sont dans des situations sociales très précaires, que les parcours de la radicalisation sont extraordinairement variés, depuis la mosquée radicale jusque l'Internet ou le copain qu'on rencontre, voire la petite copine qui vous emmène vers ce chemin-là. Et donc je pense que toutes les pistes, il n'y a pas d'expérience dans la matière, ni en France, ni à l'étranger, qui soit réussie et probante. Toutes les pistes sont à éprouver et qu'on a besoin, c'est vrai par contre, et c'est ce que fait le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il a raison, on a besoin que les musulmans, le Conseil français du culte musulman, mais les musulmans, les imams, puissent s'engager, entre guillemets, à donner un contre-discours. Parce que le problème, c'est qu'on est face à une propagande absurde, folle, mais qu'il n'y a pas en phase de contre-discours. Et que l'État ne peut pas seul faire le contre-discours. Parce que les intégristes, terroristes, violents, ils ont déjà la parade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, vous voyez, c'est pas à l'État de répondre. Non, c'est pas à l'État seul de répondre. Il faut que les musulmans le fassent. Et leurs autorités religieuses commencent à le faire, c'est une bonne chose. Il faut que les musulmans assument leur quote-part, d'accord, mais quelle est votre réponse en tant que maire? Il y a des parents dont les enfants sont partis faire le djihad en Syrie qui fustigent l'immobilisme de certains maires, comme à Sevran par exemple. Donc vous êtes quand même en première ligne face à cette montée de la radicalisation. Alors, ça n'est en rien. Comment vous réagissez quand on vous signale des cas de radicalisation? Ça n'est en rien, pour le compte, dans les compétences d'un maire. Vous n'avez aucun pouvoir en tant que maire. Vous avez quel service, bon. Le dialogue avec la population, tout de Oui, même. oui, d'accord. Les gens. Eh bien, excusez-moi, parce que dans ces cas-là, il faut savoir de quoi on parle, puisque vous m'interrogez comme maire. Lorsque vous parliez d'un terroriste du Bataclan, il s'appelait Sami Amimour. Lorsque j'ai eu connaissance de sa radicalisation, il venait d'être interpellé par la DCRI. Il a été mis en examen. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Donc l'information ne circule pas beaucoup. Est-ce que vous pensez franchement que c'était encore dans les compétences de la municipalité? C'était en réalité les services antiterroristes et la justice. La police municipale n'a pas rien entendu. Quelquefois, un maire pardon, a des informations, ou eh bien, des informations qui remontent. Alors ça n'a rien à voir. Peuvent remonter. Quand nous avons des informations, elles sont transmises au service de l'État. Est-ce qu'il y a une bonne coordination, connexion dans les services de l'État? Je n'en suis pas convaincu de ce point de vue-là, pour tout dire. Mais évidemment qu'une information est retransmise. Il y a même aujourd'hui, enfin en tout cas depuis les attentats, des personnes, y compris dans la communauté musulmane, y compris des jeunes, ces fameux jeunes de banlieue dont on parle, qui disent « Attendez, nous, on ne veut pas voir nos frères, nos cousins partir dans ce genre de dérive », et qui peuvent signaler. Mais vous savez, le signalement, quand vous dites la police municipale, le signalement, il n'est pas si simple que ça. Îlotiers, si je peux me permettre. Mais non, mais attendez. Un îlotier, ça sert contre un cambriolage, contre quelqu'un qui fait, comment dirais-je, de l'occupation de hall d'immeuble ou qui fait du vol à la roulotte. Là, de quoi s'agit-il? De gens qui s'enferment avec eux. En fait, le signe de radicalisation le plus commun, semble-t-il, pardon, je termine, puisque vous voulez rentrer dans ce genre de détails, le signe le plus commun, c'est quoi? C'est l'enfermement de la personne sur elle-même. C'est le fait qu'elle coupe toute relation avec ses amis, avec les activités qu'il avait avant, qu'elle se coupe de sa famille. Et ce signalement-là, il ne vient pas d'un îlotier, il vient d'abord de la famille, voire de quelques amis, mais certainement pas en tant de la que police. maire de Drancy, est-ce que vous menez, justement, depuis le 13 novembre dernier, des actions concrètes contre la radicalisation? C'est très bien, c'est le Qu'est-ce que peut faire un maire? On ne peut pas constater votre impuissance face à ce phénomène. Mais je ne suis pas plus impuissant que vous, madame. Qu'est-ce que vous faites? Vous organisez des débats. Mais je ne suis pas chargé de la surveillance. On organise des débats, entre guillemets, sur la laïcité, pour faire comprendre que la laïcité est un moyen pour chacun de pouvoir croire et appliquer, entre guillemets, sa croyance comme il le souhaite, sans l'imposer à l'autre. On explique évidemment que, entre guillemets, personne ne reconnaît la version théorique de l'islam telle que le prétend Daesh. Je pense que les rencontres, en réalité, sont le seul moyen. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On n'est pas chargé de la surveillance religieuse du territoire, madame. Il faudrait arrêter à un moment donné de penser que les choses sont si simples, d'autant plus que les gens qui se radicalisent, je le dis, la plupart du temps, c'est justement parce qu'ils disparaissent de la circulation, qu'ils se replient sur eux-mêmes, qu'ils peuvent être
relativement détectées par les services spécialisés. Et Jean-Christophe Lagarde, notre rôle à nous, c'est effectivement d'en parler. Vous l'avez compris aussi. Oui, mais pas de faire croire qu'il y a des solutions miracles, et Non, mais c'était encore pas le moins cas. qu'elles seraient C'était pas entre le les cas, mains non. des maires. Vous me dites, le maire de Sevran, je ne connais pas la situation, mais je ne crois pas du tout que le maire de Sevran ait jamais favorisé quelque forme de radicalisation que ce soit. La question, c'est que l'information, quand il y a détection, Non, la mais sans détection n'est pas favoriser, simple. il peut laisser faire. La détection Plus n'est pas débat simple. là-dessus. Quand l'information est donnée, elle devrait sans doute mieux circuler. Et je pense d'ailleurs que depuis les attentats, il y a une attention plus grande de la part des services de l'État à ce que les élus locaux peuvent dire lorsqu'ils peuvent détecter ou être informés de quelque chose. Je ne suis pas sûr que cette information circule bien à l'intérieur des dits services. Jean-Christophe Lagarde, on passe à un second sujet d'actualité important. Vous avez décidé ce week-end de boycotter la primaire de la droite et du centre. Près de 67% des adhérents se sont prononcés contre. Est-ce que ça veut dire une fois de plus que le centre peut ne pas être incarné en 2017 ? Et avez-vous d'autres plans ? Écoutez, d'abord, quelle est la situation ? Nous, on souhaitait une coalition parce que nous pensons qu'après les départementales, les régionales, les municipales d'ailleurs, cette coalition entre la droite et le centre, entre les Républicains et l'UDI, avait permis des victoires, des alternances que les Français souhaitent. Mais pour pouvoir faire une coalition, il faut être d'accord sur des objectifs, se mettre d'accord sur la façon de gouverner ensemble et se mettre d'accord sur des équilibres politiques, qu'ils soient sur le plan des idées ou sur le plan des représentants. Cette discussion n'a pas été possible. Et donc je ne vois pas comment, et les militants l'ont compris, nous pouvions nous engager dans la primaire des Républicains. Est-ce que ça veut dire que la discussion est terminée ? Totalement fini ? Moi, la porte, elle sera toujours ouverte à la discussion. Elle ne peut pas l'être à notre disparition ou à notre soumission. Pour dire les choses très clairement, donc après la primaire, je l'imagine, le candidat qui sera désigné, voudra-t-il discuter avec nous ? C'est son choix. D'ici là, l'UDI va adopter à la fois son projet présidentiel et son projet législatif, investir ses candidats aux élections législatives, puisque l'élection est bientôt dans un an et qu'on a besoin évidemment de faire campagne, de rassembler des équipes, de faire connaître justement nos propositions. Et puis si à l'issue de la primaire, le candidat désigné par la droite souhaite discuter avec nous, tant mieux. Et s'il ne le souhaite pas, on assumera nos différences. Gilles Leclerc. Quand vous dites on assumera nos différences, c'est-à-dire que vous n'excluez pas a priori une candidature centriste, peut-être de l'UDI, si vous n'arrivez pas à un accord avec les Républicains. Je n'exclus absolument rien, puisqu'il y a une chose évidente, c'est que l'UDI prendra position dans l'élection présidentielle. Et donc, soit ça se fait dans la construction d'une coalition, parce que je pense que les coalitions sont nécessaires pour gouverner le pays. Si on veut réformer le pays, et Dieu sait qu'il en a besoin, si on veut réformer la France, il faut des majorités larges. Ça ne peut pas être la logique du parti unique. C'est d'ailleurs une difficulté qu'on rencontre avec les Républicains. L'UMP, les Républicains, c'est la même chose, sous un autre nom. L'UMP, ça a été conçu comme le parti unique de la droite et du centre. Bon, il se trouve que après 10-15 ans d'existence, tout le monde a vu qu'il n'y avait que la droite et qu'il n'y avait pas de centre dans l'UMP, aujourd'hui, version les Républicains. Et qu'à partir de ce moment-là, la coalition est nécessaire parce qu'il faut additionner les forces politiques, additionner les différences, additionner le soutien que la population doit apporter à un gouvernement et à une majorité pour permettre de transformer, de faire en sorte qu'on ait enfin un régime de retraite qui soit un régime de retraite unique, qui permette que tout le monde travaille à égalité pour acquérir ses trimestres et qu'on n'ait pas d'un côté les agriculteurs, de l'autre côté les fonctionnaires, d'un troisième côté le régime des indépendants, puis de l'autre côté qu'on ait enfin la capacité de réformer le code du travail, ce que le gouvernement actuel, même quand il veut le faire un tout petit peu, se montre incapable de faire sur la loi El Khomri, qu'on puisse réformer l'éducation nationale pour que le premier budget de l'État ne serve pas à, en réalité, amplifier les discriminations sociales existantes dans notre pays, alors qu'elles sont là pour les corriger, et à affaiblir le niveau général de l'éducation, comme le montrent toutes les enquêtes PISA depuis toujours. La question, c'est de construire une coalition pour réformer vraiment le pays. Moi, je ne crois pas qu'on pourra corriger le modèle français existant. Je pense qu'il est aujourd'hui le modèle économique et social périmé, et qu'on a besoin d'en construire un autre. Pour ça, il faudra des majorités larges. Avant les élections, la construction d'une majorité, d'une coalition, c'est ce que nous souhaitons. La porte reste ouverte. Si ça n'est pas souhaité, nous assumons évidemment nos convictions. Comment vous traduisez ce débat d'idées de fond qui est évidemment intéressant ? Est-ce que c'est plus important finalement pour vous d'être présent à la présidentielle ou d'avoir un groupe important au moment des législatives ? Parce qu'on parle des investitures en ce moment, vous savez bien. Est-ce que vous pouvez détacher l'un de l'autre ? Je ne le crois pas. Disons les choses. Présence. Vous n'avez pas de leader naturel, moi, c'est ça ma question. J'ai l'habitude. Ah oui, mais qui va dire le contraire que le départ de Jean-Louis Borloo, entre guillemets, a changé la donne ? Il y a une nostalgie, Jean-Louis Borloo, pour les centristes. Pour autant, est-ce que ça nuit, entre guillemets, ou est-ce que ça efface ce que nous avons à apporter dans le débat public et les idées que nous poussons ? C'est important de l'incarner quand même. Et donc,
elles seront incarnées soit par un candidat qu'on soutiendra, soit par un candidat que nous présenterons, soit en l'occurrence, comment dirais-je, par les candidats aux législatives, en tout état de cause par les candidats aux législatives. C'est important d'avoir des groupes parlementaires parce que je me souviens d'une chose. Et vous pourriez C'est soutenir, par exemple, je sais pas, un François Bayrou, par exemple. Je me souviens d'une chose. C'est exclu. Je me souviens d'une chose, c'est que de 2002 à 2012, il y avait la majorité absolue pour l'UMP. Il n'y a donc jamais eu prise en compte de nos idées. Quand nous disions qu'il fallait réduire le déficit et qu'on ne pouvait pas laisser filer comme ça la dette, on ne nous écoutait pas. Puis, in fine, on voit où on en est. Quand nous disions qu'on devait transférer massivement les charges sociales qui pèsent sur le travail des Français, sur la consommation, pour justement arrêter de détruire l'emploi en France, on ne nous écoutait pas. Donc, ça, vous voyez bien que vous ne pouvez pas, monsieur Leclerc, vous ne pouvez pas dissocier les deux. Parce que la vérité, c'est qu'un groupe parlementaire, c'est la garantie aussi que vos idées seront respectées par une majorité. Vous n'étiez pas entendu parce qu'il y avait justement peut-être un déficit d'incarnation. Non, on n'était pas entendu d'abord parce que nous étions divisés, séparés, éclatés. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'UDI n'existait pas et que les centristes étaient au moins dans 5 ou 6 partis qui se sont rassemblés. Et si nous nous sommes rassemblés à l'initiative de Jean-Louis Borloo, et moi je veux conserver le même état d'esprit, c'est pour peser sur la future majorité, c'est certainement pas pour s'y effacer. La présidentielle et législative sont deux élections intimement liées, et donc le fait d'apporter des idées, c'est quand même d'abord ça la politique, de veiller par sa représentation législative et sénatoriale à ce qu'elle soit respectée, c'est ça l'ambition de l'UDI. François Bayrou, c'est exclu? Mais moi je n'exclus rien, on verra comment se passe le débat. Et vous, ça pourrait vous intéresser de l'incarner vous-même? Je suis en train d'essayer d'expliquer une démarche de construction d'une coalition, et l'obsession, c'est le personnel. Non, je dis l'autre jour à la télévision, si vous voulez. C'est la rencontre entre un homme et à la le télévision, peuple. si vous voulez que je le répète, que mon destin personnel ne compte pas dans cette affaire. J'ai été élu président de l'UDI pour faire un job, faire en sorte que cette famille qui s'est rassemblée ne laisse plus, comment dirais-je, un parti unique seul dirigé et donc seul se tromper. Quand on est deux dans une coalition, voire plus, puisque j'ai cru comprendre que M. Bayrou pourrait faire partie d'une coalition, eh bien ça veut dire qu'on a plus de chances d'abord de rassembler largement et deuxième chose, d'éviter les errements et les excès. On en a connu beaucoup de 2002 à 2012. C'est bien pire depuis 2012. On pourrait peut-être essayer d'avoir un changement utile pour la France. C'est ça mon objectif et c'est ça la construction que je souhaite. Merci Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député maire de Drancy, d'avoir été invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille deux éditorialistes de la presse quotidienne régionaux habituels sur ce plateau. Hubert Coudurier du Télégramme, bonjour. Bonjour mon cher ami. Et Bernard Stéphane de La Montagne, Centre-France. Bonjour Bernard Stéphane. On démarre tout de suite cette analyse des propos de Jean-Christophe Lagarde et de l'actualité par le vote solennel qui aura lieu au Sénat dans quelques heures. Alors, est-ce qu'il y aura un congrès? Pas de congrès? Est-ce que c'est enterré? Pas enterré? Qu'en pensez-vous, Hubert Coudurier? Oui, regard aux propos de Jean-Christophe Lagarde qui a dit le président de la République a été imprudent, il n'avait pas regardé l'état de droit. Oui, enfin bon, il y a eu des discussions juridiques depuis 6 mois sur la question. Voilà, donc lui il dit qu'il faut sécuriser l'instauration de l'état d'urgence. Il y a quand même eu des événements récents avec l'arrestation de Salah Abdeslam à Bruxelles, un attentat encore, une attaque hier soir à Bamako. Ça peut peser, ça pèse sur l'opinion, ça peut peser sur les parlementaires, on verra bien. Vous avez raison d'ailleurs, Bruno Retailleau vient de déclarer que Abdeslam, ça justifiait la position du Sénat. Oui, mais le Sénat est revenu à la position initiale qui était celle de l'exécutif. Bon, alors je ne sais pas, il peut se passer encore des choses d'ici ce soir. Hein. Je ne préjuge pas de la manière dont la déchéance de nationalité sera enterrée ou pas. Bernard Stéphane. Moi, je crois que dans cette affaire, aujourd'hui, la préoccupation des Français est loin de ça. Lorsque François Hollande décide toute la procédure qui est en cours, on est dans l'émotion. C'est une décision dans l'émotion. Et à ce moment-là, rappelez-vous, les sondages étaient très favorables à la proposition de François Hollande. Aujourd'hui, je pense que les Français en sont loin. En revanche, ils sont évidemment très préoccupés de sécurité. Mais ça ne veut pas dire que le Congrès est enterré. Le Congrès peut se réunir. Peut-être que François Hollande peut sauver la face en réunissant le Congrès pour faire adopter l'article 1.
Il peut sauver la face. Quel drôle de pays quand même, que il peut sauver la face. Pendant des mois et des mois, les parlementaires, les partis politiques sont dans les postures, se définissent à grand renfort d'argutie juridique. Il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça, franchement. Un président de la République qui n'aurait pas regardé l'état de droit, a dit Jean-Christophe Lagarde. Oui, mais parce qu'effectivement, il y a des discussions juridiques qui se posent, mais je crois que les Français vont un peu plus loin. Alors, c'est une semaine sensible pour l'exécutif, Bernard Stéphan. La déchéance, donc, on va voir ce qui se passe au Congrès ou pas. La loi El Khomri est en Conseil des ministres demain, je crois. Est-ce que ça va passer ou casser on a parlé de la déchéance. Si la déchéance est mise sous la table, François Hollande pourra toujours dire « Moi, je suis allé au bout de ma logique ». Et c'est une partie de la droite, notamment, qui n'a pas voulu me suivre. Et sur la loi El Khomri, alors, sur la loi El Khomri, pour l'instant, la loi, évidemment, a été amendée. Elle reste, malgré tout, avec des mesures importantes sur le fond, notamment la proposition de négocier les accords dans les entreprises. C'est très important. C'est une grande rupture par rapport à la tradition française. Pour l'instant, il semblerait que l'exécutif ait envie d'aller au bout. Il y aura des manifs. Je pense que la jauge sera la journée du 30 ou du 31 mars. Mais jusque-là, l'exécutif poussera. Michel Rocard soutient la loi El Khomri. Exactement, a déclaré que c'était une bonne chose. Et vous savez que Ségolène Royal avait soutenu le CPE après de Dominique de Villepin, après qu'il ait été rejeté. Tout le monde est d'accord que c'est une bonne mesure, mais là encore, le milieu politique freine des cas de fer. Il est certain que c'est une période extrêmement difficile pour l'exécutif, mais on est à un an des présidentielles. On est quasiment... La bataille présidentielle est lancée, là. Alors, autre période difficile, elle est pour le centre, en ce moment. Bernard Stéphan, alors le centre sera où en 2017 et incarné par qui? On a eu du mal à le faire dire par Jean-Christophe Lagarde, qui était notre invité dans cette matinale d'info tout à l'heure, le président du DI. Je crois que le problème du centre, c'est qu'il n'a plus de grand leader. Oui. Depuis le départ de Jean-Louis Borloo, il n'y a plus de grand leader. Et c'est un problème pour une présidence. Vous savez, l'histoire... On peut reprendre l'histoire du centre depuis bien longtemps. Le Canuet, Giscard d'Estaing. Voilà les hommes qui ont marqué le centre. Ça fait loin. La France veut être gouvernée au centre, disait le Canuet. Disait Giscard. Oui. Mais le problème aujourd'hui, le centre, il veut exister. C'est la raison, je pense, de la décision des militants de l'UDI. Le problème du centre aujourd'hui, c'est que toutes ces idées ont été récupérées et que par ailleurs, ce qu'on observe, c'est plutôt une radicalisation du spectre politique à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Oui, mais les idées sont majoritairement au centre en France. Les idées ont été reprises par tout le monde. Mais il y a un candidat du centre qui va être Alain Juppé pour la présidentielle. Donc le problème de Jean-Christophe Lagarde, c'est qu'il aurait voulu négocier un bon accord pour les législatives, mais que Nicolas Sarkozy ne le prend plus au téléphone. Donc à partir de là, vous avez des informations ? Il est obligé de prendre... menacé finalement d'une candidature dissidente. Mais d'abord, cette candidature dissidente, elle est déjà agitée par François Bayrou. Et puis, ils sont plusieurs au centre à ne pas être d'accord sur une candidature de Jean-Christophe Lagarde. Ni Hervé Morin, ni Laurent Hénard ne veulent d'une candidature Lagarde. Donc, c'est quand même difficile comme situation. Moi, je pense que si une formation politique importante comme l'UDI n'est pas dans la course à l'élection présidentielle, elle n'existe plus. Elle n'a plus de visibilité. Et c'est là tout le problème du centre. Et je pense que là-dessus, Jean-Christophe Lagarde, il fait le job du leader politique. Il faut exister. Alors après, avec qui? On ne sait pas. J'ajouterais que la décision des militants, elle n'est pas pour déplaire aujourd'hui à Nicolas Sarkozy, qui voit le spectre d'Alain Juppé se rétrécir légèrement. Il faudra regarder les prochains sondages. Il paraît qu'il est un peu démoralisé en ce moment. Hein, alors c'est l'intérêt de qui tout ça au fond, Hubert Coudurier? C'est l'intérêt des acteurs politiques de s'imposer. Il est certain qu'aujourd'hui, on sent une convergence entre l'entourage de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande. Les principaux ministres, notamment Stéphane Le Foll, disent qu'il ne faut pas enterrer Sarkozy. Et quant aux sarkozystes, même s'ils sont un peu découragés par le recul de leur candidat et la percée de Bruno Le Maire, ils y croient encore. Il y a une convergence d'intérêts qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Et l'affaire Bismuth, ça peut être un problème, Bernard Stéphan? Il faudra voir. Je rappelle, ce sont les écoutes téléphoniques sur Nicolas Sarkozy. Il faudra voir cet après-midi, mais si il y avait un procès
à l'automne, on voit mal comment Nicolas Sarkozy pourrait aller aux élections. Mais on voit mal un candidat à la primaire avec un procès. On regarde les unes. Le télégramme historique, il s'agit bien sûr de la visite de Barack Obama. Qui restera comme un grand président des États-Unis, comme Nixon qui a renoué avec la Chine. Obama a marqué des points en politique étrangère incontestables. Sur la lutte antiterroriste, il a été plutôt plus efficace que George Bush avec sa politique de liquidation ciblée. Il a renoué avec Téhéran et Cuba. C'est quand même un sacré bilan. Et la montagne, c'est une très locale. Clermont Foot, le coup d'arrêt. Voilà, Clermont a une grande équipe de rugby. Elle a espéré une grande équipe de foot. Ça ne sera pas pour cette année, même si l'équipe a été bonne et s'est bien défendue face au Red Star. Voilà, c'est la une de la montagne aujourd'hui. Merci Bernard Stéphane. Merci Hubert Couderier du Télégramme. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos. Bonne journée et à l'écoute de nos programmes, bien sûr, sur Public Sénat. Au revoir.